Salut les barbus, je suis Urial de Barbu in Game, votre chaîne de tuto décor, tuto peinture, présentation de règles et unboxing. J'ai enfin récupéré une connexion internet les barbus, et quoi de mieux que de commencer le retour des vidéos par une petite présentation de règles. Du coup, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, car on va sortir du lourd les barbus. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les règles de Dropfleet Commander V2, édité par TT Combat, distribué en France par Légion Distribution et vendu par MaxiRev, notre partenaire. Ce jeu a été créé par Hawk Games, qui a revendu la licence à TT Combat, qui a décidé après quelques temps de refaire une édition, mais surtout de passer toute la gamme du jeu en plastique. À l'heure où je fais cette vidéo, ce n'est pas encore le cas les barbus, mais on s'approche tout doucement d'une gamme full plastique et ça fait plaisir. Même si la résine de TT Combat est très belle, la lourdeur des figurines n'aide pas à leur stabilité sur les petites tiges acryliques transparentes. Et puis mine de rien, c'est moins fragile en plastique, rien de plus frustrant que de voir sa peinture gâchée par un recollage qui écaille la peinture. Vous pourrez trouver ces règles, à ma connaissance qu'en anglais hélas, en PDF sur le site de l'éditeur TT Combat, mais le livre physique de Légion Distribution est en français les barbus. Donc les images que vous verrez est tirées du livre en anglais, mais pas de panique, si vous achetez le starter, il sera en français. Et en parlant de starter, bien qu'on parle de règles, ce dernier contient deux flottes, une des UCM, les Marines humains de l'espace, et la nouvelle faction sortie pour cette VEC2, les Biofficers. Des drones organiques qui cherchent à fusionner toute vie organique à la leur. On dirait des Borg dans Star Trek avec le côté organique en moins. De plus, vous aurez les règles en français, des jetons, des fiches de vaisseau, ainsi que des décors en carton pour commencer vos premières parties. Le tout approximativement pour 100 €, ce qui est à mon avis raisonnable pour un starter de joueurs. 50 joueurs par joueur, c'est pas mal, surtout si l'un d'eux lit en anglais, il n'a pas besoin du livre de règles. Mais place aux règles, et on commence par un sommaire qui nous indique que le livre fait 40 pages, alors que le livre physique en fait 64. Il manque sûrement toute la partie historique. On passe ensuite à une introduction qui nous explique un peu le contexte du jeu, ainsi que ce qu'il faut pour jouer. Et l'on passe aux vaisseaux qui ont tous un nom et un type, un tonnage, une taille de socle et un coup en point, des caractéristiques comme le thrust qui est la vitesse, le scan qui permet de définir quelle distance il peut tirer, auquel il faut s'ajouter divers bonus, la signature qui ajoute au scan ennemi pour déterminer la distance de tir quand l'on cible ce vaisseau, le hull, les dégâts que peut encaisser le vaisseau avant d'être détruit, les sauvegardes au nombre de 3, énergie, kinétique et backup, qui permettent d'annuler les dégâts suivant les types d'armes qui lui tirent dessus, le nombre de figurines qui peuvent ou doivent, selon les cas, être inclus dans l'unité, les règles spéciales du navire, les armes qui ont elles aussi un nom, mais en plus un arc de tir, le nombre de dés d'attaque à lancer, la difficulté à atteindre, les dommages et leur type, kinétique ou énergie, et leurs règles spéciales. En plus des armes, les navires peuvent avoir des assets, qui sont soit des chasseurs, des bombardiers, ou des largages de troupes au sol. Comme pour les armes, chaque asset a un chargement, son type en gros, le nombre d'assets largués par activation du vaisseau et les règles spéciales liées à l'asset. C'est aussi à ce moment des règles que l'auteur nous donne un aperçu des différents jetons utilisés lors du jeu. Je ne vais pas vous les détailler, les barbus, mais il est utile d'en avoir lors d'une partie, voire indispensable pour certains, comme pour les pics d'énergie nommés Spike, ou les jetons d'asset, Fighter, Bomber, Fire Ship Torpedo, Mine et Bataillon. Le prochain chapitre nous donne les bases des règles comme les dés. On n'utilise que des D6. Les relances, on ne peut relancer un dé qu'une seule fois. Il est à noter que dans Dropfleet Commander, on peut pré-mesurer à n'importe quel moment. Comme dans bon nombre de jeux, on ne peut pas faire chevaucher les socles. Si d'aventure cela arrivait, il faudrait reculer l'une de vos figurines pour ne pas avoir ce genre de cas. C'est aussi dans ce chapitre que l'on apprend la taille standard des tables de jeu, qui est de 48 pouces sur 48, ce qui nous donne un bon vieux 1,20 m par 1,20 m. On ajoutera au gré des scénarios des dropships, des lieux où vous devrez envoyer des troupes pour prendre le contrôle de sites, et votre adversaire fera de même, pour gagner des points de victoire et remporter la partie. Car n'oubliez pas les barbus, le nom de ce jeu c'est Dropfleet Commander. Vous jouez une flotte d'invasion qui doit déposer des troupes au sol, ou dans des stations spatiales et ainsi remporter la partie. C'est l'une des originalités du système, avec les scans et les signatures, qui rendent vraiment bien le côté spatial. On ne doit pas détruire son adversaire, ni contrôler des zones avec nos figurines. Non, on doit dropper des bataillons à la surface ou dans des stations. Et ça, c'est un truc vraiment fun, les barbus.
qui m'avait attiré lors de la première version des règles du jeu. Même si dans cette version, le système a été grandement simplifié pour fluidifier les parties, ça reste une mécanique vraiment intéressante à mon avis. On a quelques décors aussi à mettre, essentiellement des astéroïdes. Mais lors de la seule et unique partie que j'ai faite, cela ne m'a pas paru très important pour le jeu. À voir sur plusieurs parties pour voir si cela rapporte réellement quelque chose. Mais les scénarios vous imposeront un nombre de décors à placer. Le chapitre 3 nous explique les concepts importants du jeu, notamment le niveau du vol, le premier l'orbite, qui est le niveau par défaut, qui permet de naviguer dans l'espace, et il n'apporte aucun bonus-malus particulier. Et on a le niveau atmosphérique, qui n'est utilisable que quand on se retrouve sur une planète et qui limite les mouvements à 2 pouces maximum, et qui permet d'attaquer les cités et d'autres vaisseaux en atmosphère. Attention! Il y a un type de vaisseau spécialisé pour évoluer en atmosphère, les Descent Ships. Si vous n'avez pas ce trait spécial sur votre navire, il subira des dommages lors de son mouvement. L'avantage, autre que de pouvoir attaquer les cités, c'est qu'un vaisseau en atmosphère n'est touché par les vaisseaux en orbite que sur un 6, une belle manière de se protéger des vaisseaux les plus lourds. Vos vaisseaux spatiaux évolueront en groupe. Des fois, ce groupe sera d'un vaisseau pour les plus lourds. D'autres fois, vous aurez l'obligation d'avoir plusieurs vaisseaux du même type dans un groupe, pour les plus légers. Entre les deux, vous aurez le choix d'un nombre de vaisseaux à inclure dans votre groupe, par exemple de 1 à 3. Quand un groupe est activé, tous les vaisseaux sont considérés comme étant joués simultanément. Chaque groupe aura un chef de groupe, un des vaisseaux du groupe, et les vaisseaux surnuméraires du groupe devront être en cohérence avec le chef de groupe. Vous pouvez changer le chef de groupe d'un groupe à chaque activation, sans pénalité. Pour le groupe léger, la cohérence du groupe est de 3 pouces autour du chef. Pour les autres tonnages, c'est de 6 pouces. Et donc, un groupe doit finir son mouvement en cohérence. Mais avoir plusieurs figurines dans un même groupe n'a pas que des avantages, les barbus. En effet, quand vous en avez au moins 2 dans un groupe, vous ignorez pour ce groupe les effets de Defense System Offline, Navigation Offline, Orbital Decay. Ce sont des dommages critiques assez pénalisants. Le groupe gagne aussi une sauvegarde non modifiable de backup de 6+. On calcule la portée et l'arc de tir des assets et des armes à partir du chef du groupe. On a tout intérêt à avoir au moins 2 vaisseaux dans un groupe, les avantages compensant largement les inconvénients, les barbus. L'une des originalités du système, dont je vous ai brièvement parlé juste avant, ce sont les spikes, les pointes d'énergie qui illuminent le vaisseau et qui font de lui une cible plus facile à toucher. Car en effet, à Dropship Commander, il n'y a pas que les lignes de vue qui comptent. Elle est même, à mon sens, bien moins importante que dans d'autres jeux. Non, ce qui va vraiment faire tout le sel du système est l'apport des scans, de la signature et des spikes, qui additionnés va donner la portée d'un vaisseau sur une cible donnée. Pour les spikes, la règle est simple. Vous allez recevoir des spikes suivant vos actions, mais aussi les actions de votre adversaire. Et chaque pion spike va augmenter la signature de votre vaisseau de 3 pouces, avec une limite de 4 spikes maximum. Ce qui fait quand même 12 pouces de distance de tir supplémentaire. Autre mécanique, mais celle-ci bien plus commune, pour le tir en tout cas, est l'arc de tir de l'armement sur vos vaisseaux. Là, rien de bien original, mais c'est une technique de jeu qui a le mérite de bien marcher et de bien simuler les différents affûts d'armement que l'on peut trouver sur nos figous chéris. On a au plus petit le narrow front and rear, un tout petit arc devant et derrière. Le front et le rear sont un peu plus grands, je dirais 45 degrés. Les sides, identiques au front et au rear, mais sur la gauche et la droite. Et enfin, les broadsides qui font un 180 degrés sur les côtés, englobant une partie du front et une autre du rear. Alors, maintenant qu'on a vu à peu près toutes les caractéristiques de nos chers vaisseaux spatiaux, comment joue-t-on ? Commençons par le commencement, la taille de votre liste. La première chose à faire à Dropship Commander, et qui va décider le reste des paramètres de l'affrontement, c'est de choisir son type d'engagement. On a 4 types d'engagement. Le skirmish, qui est de 501 à 1000 points, qui ne peut comprendre au maximum que 16 groupes. Rappelez-vous, ce sont les unités dans DFC, qui peuvent aller d'un navire unique à un groupe de plusieurs vaisseaux. Ensuite, vient le mode clash, de 1001 à 2000 points, avec 20 groupes maximum. Le battle de 2001 à 3000 points avec 24 groupes, et enfin le mode reconquest qui va de 3000 à autant que vous voulez, ce qui permet de jouer 28 groupes à 3000 points, mais il faudra ajouter 4 groupes par tranche de 1000 points supplémentaires. En plus des
groupe et du nombre de points. Le type d'engagement que vous allez choisir avec votre adversaire va définir le nombre de tonnages colossal, les immenses navires du jeu, que vous aurez le droit de jouer, ainsi que le niveau de votre amiral. Pour les colossales, vous n'aurez le droit d'en mettre dans votre liste qu'à partir du niveau Clash, et un seul en prime. Puis, par niveau supérieur Battle or Conquest, un de plus par niveau. Pour les amiraux, qui vous donnent des habilités à jouer lors de la partie, ça aussi c'est une des originales du système. Votre amiral est sur le terrain et tant qu'il est là, vous pouvez utiliser ses habilités, mais gare à la destruction de son vaisseau, car s'il périt, point d'habilité pour le reste de la partie. Les amiraux ont des niveaux, et bien sûr, suivant le niveau d'engagement, et chaque niveau vous donnera des points d'habilité à dépenser, mais coûtera aussi plus cher à inclure dans sa liste. Les habilités vont du simple rejet de groupement dés à choisir les dégâts critiques sur une table des critiques pour un vaisseau adverse. Rien qui renverse la partie, les barbus, mais qui permet de s'assurer un peu de stabilité lors des jets de dés. Mais chaque faction a aussi des habilités spécifiques suivant son gameplay et qui peuvent être un tout petit peu plus violents. Il y a même des amiraux nommés Famous Admiral, qui vous rajouteront des nouvelles règles d'habilité. Quand on a fait sa liste, il est temps de choisir le scénario, qui se construit en 3 phases. Le type de zone de déploiement, le type d'approche et le mode de déploiement. Cela crée une pléthore de scénarios, un style très moderne pour faire des scénarios que je trouve vraiment sympa. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, les barbus, car il est temps de passer à comment se déroule un tour. Il y a, dans un tour de jeu, 4 phases. La phase de planification, la phase d'activation, la phase d'asset et enfin la phase de fin. Chaque phase est découpée en sous-phases. Pour la phase de planification, nous avons la génération de points d'habilité, qui dépend de votre amiral, la génération de pions de passe, qui permet, quand on a moins de groupes que son adversaire, de passer à la place de jouer un groupe, et enfin la dernière sous-phase, déterminer qui a l'initiative. Simple, on lance un dé et on voit qui a fait le plus. Vient ensuite la phase d'activation avec 2 sous-phases. Chaque joueur, de façon alternée, va activer tous ses groupes pour les jouer. Celui qui a l'initiative joue un groupe en premier, fait ses actions puis lance ses assets. La première chose à faire quand on active un groupe est de choisir l'ordre qui lui sera donné pour ce tour. Il y en a 6, avec chacun un nom stylé. Le premier est General Quartets, qui permet d'enlever 2 spikes, de faire un tournant jusqu'à 45 degrés et d'avancer jusqu'à la moitié de son mouvement, puis de tirer avec la moitié de son armement. Et enfin, lancer, à la fin de son activation, ses assets. L'ordre de base. Mais on voit déjà que ce n'est pas un jeu où on va juste avancer et tirer. Non, on a plein de subtilités, notamment via la génération de spike, qui augmente la portée de tir adverse, et il faut donc jouer sur cela tout au long de son activation, les barbus. À l'inverse, on a un ordre qui s'appelle Weapon Free. Je le traduirai par feu à volonté parce que c'est plus joli. On va pouvoir, comme dans General Quartet, tourner jusqu'à 45 degrés, mais on va devoir avancer de la moitié à la totalité de son mouvement. Tirer avec autant d'armes que l'on souhaite. En contrepartie, on va gagner 2 spikes au lieu d'en enlever 2. Et là, pas d'envoi d'asset. Chaque ordre a vraiment des avantages et des inconvénients, mais je vous laisse regarder tout cela lors de votre lecture, les barbus. Quand on a choisi son ordre, on doit faire son mouvement avant l'attaque, et on doit tourner avant de bouger, et ça c'est un sacré malus. Puis, finir son mouvement. Ensuite, on va pouvoir tirer. Pour ce faire, on détermine les cibles que votre vaisseau ou vos vaisseaux actifs peuvent voir, via scan, plus signature, plus spike, et d'éventuels décors qui pourraient bloquer la vue. Quand c'est fait, vous choisissez sur quel groupe vous souhaitez tirer, et vous assignez les armes à chaque cible. Certaines armes ne pourront pas tirer sur les mêmes cibles, suivant leur arc de tir ou votre bon vouloir. On lance les dés indiqués sur les fiches de vaisseau par arme, et vous touchez suivant votre lock, qui est là aussi sur votre fiche de vaisseau par arme. Vient ensuite la sauvegarde de votre cible, suivant le type d'arme que vous utilisez, énergie ou kinétique, ainsi que vos règles spéciales qui peuvent dégrader les sauvegardes de votre adversaire. S'il rate, on regarde le nombre de touches qui passent et le nombre de dégâts que votre arme fait par touche. Et bim, on a le nombre de points de hul perdus. Simple et efficace. Les capital ships, eux, peuvent subir les effets critiques. Quand un vaisseau de ce type a perdu plus de la moitié de ses points de vie, on lance sur une table un effet crippling qui va l'handicaper tant qu'il n'aura pas réparé. Mais malheur au capital ship qui est détruit, car en plus de disparaître du champ de bataille, il génère une explosion qui peut toucher ses petits camarades. Là encore, il y a un tableau pour voir ce qui lui arrive. Après le tir,
on a le lancement d'assets. Ce sont des jetons, soit qui vont permettre de prendre le contrôle des objectifs avec les bataillons, soit des chasseurs bombardiers qui vous permettront d'assurer votre suprématie dans l'espace. Je vous en dis pas plus les barbus, mais c'est l'un des aspects les plus originaux du jeu, avec la récupération des objectifs en larguant dessus des troupes terrestres. Surtout que les objectifs terrestres peuvent avoir des features qui vont de l'avant-poste militaire, qui s'il est contrôlé peut lancer des missiles sur les groupes adverses, au hangar qui lance des chasseurs bombardiers. En plus d'être des objectifs de scénario, les dropsites donnent des bonus ou des malus, comme concernant le power plant qui explose et peut donc tuer vos unités au sol. Car oui, il est possible de bombarder un dropsite, de détruire ses features et de tuer les troupes adverses au sol. Il est donc important de protéger les dropsites que l'on a acquis, tout en essayant de prendre ceux qui sont encore contestés par l'ennemi. Bref, du bon les barbus, du très bon. La phase de fin est découpée en 3 sous-phases. La réparation, qui permet de réparer les capital ships, qui ont des crippling effects sur un 4+, mais qu'un seul par phase de fin par capital ship. La deuxième sous-phase concerne les victory points. On calcule la prise de points de victoire suivant les méthodes de gain de points de victoire du scénario. Et enfin, on enlève les pions d'activation et on résout les effets qui ont lieu à la fin du tour dans leur description. Et on recommence un tour si l'on peut. Sinon, on met fin à la partie et on regarde qui a gagné les barbus. Et qui dit victoire, dit scénario pour gagner des points de victoire. Et pour ce faire, on va lancer plusieurs D6 pour avoir le type de zone de déploiement, le type d'approche et le mode de déploiement. Et chaque dropship peut avoir des variantes qui permettent d'ajouter des features et qui rendent donc chaque scénario unique. Même si, à mon avis, après une dizaine de parties, les scénarios se ressembleront fortement, n'ayant que quelques petites variations. Le livre de règles se finit sur des scénarios déjà préformatés pour vos premières parties, les règles spéciales des vaisseaux et des armes. En résumé, Dropfleet Commander a fait peau neuve, perdant un peu de profondeur pour gagner en jouabilité et en rapidité, permettant à un plus grand nombre de prendre du plaisir avec ce jeu de vaisseau spatial sans compromettre son originalité, qui est de jouer des batailles d'invasion. Et ça, c'est top. Le jeu a 6 factions, en passant par les aliens super technologiques, en passant par l'armée humaine un poil fasciste, en finissant par les résistants qui ont des navires de briques et de broc. Bref, il y en a pour tous les goûts les barbus, et j'ai hâte de pindouiller quelques figousses de résistants pour me faire une jolie armée. Voilà qui nous amène à la fin de la vidéo, les barbus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser des questions ou des remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.